l'ordinateur. C'était en anglais. Donc, nous avons changé de niveau. Nous sommes à l'international. Donc, la thématique de ce soir, c'est les déesses oubliées. Alors, pour celles qui ont suivi le cercle des mythes, sur l'enseignement des mythes, on peut dire que cette conférence, c'est vraiment le point final, le point d'orgue de ce qu'on a découvert ensemble au cours de ce module sur l'enseignement des mythes. Donc, ça va énormément vous parler, évidemment. Il y a des thématiques que vous allez retrouver, mais en même temps, on va l'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus global. Alors, donc il y a 7 ans, j'avais fait une conférence dans un lieu avec un restaurant, une librairie, enfin bon, une espèce de lieu, de tiers-lieu un peu, sur la grande déesse. Alors la conférence s'appelait, comme quoi on change de perspective dans la vie, la conférence s'appelait « La grande déesse, ses filles, ses héritières ». Et donc, je suivais un ordre chronologique, tout à fait normatif d'ailleurs, où je partais d'une de mes grandes fixettes intellectuelles, c'est-à-dire les déesses du paléolithique. Et je partais des déesses du paléolithique et je descendais comme ça, tu vois, le fleuve, le Nil de la connaissance, comme ça, jusqu'à les dernières déesses, et notamment Viviane, enfin, toutes ces personnages qu'on a pu aborder ensemble. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus intéressant d'aborder ces mythes féminins à travers le prisme déformant, bizarrement, du patriarcat. C'est-à-dire que ces thématiques-là, que je n'explicitais pas à l'époque, ce que j'appelle la dépatriarcalisation des connaissances, notamment des connaissances mythiques. Parce qu'on a l'impression que le mythe, c'est quelque chose où il n'y a pas d'idéologie ou qui est complètement dans une espèce de métaphysique. Eh bien, ce n'est pas le cas, on le verra. On va le voir, c'est un peu l'objet de cette démonstration, parce que c'est de l'ordre de la démonstration, ce que je fais avec ces déesses oubliées. Et effectivement, ce qui est intéressant dans le travail qu'on a fait sur l'enseignement des mythes, c'est que sans trop me poser de questions, alors que j'ai vraiment travaillé sur des mythes comme Narcisse, Oedipe et Prométhée, notamment avec des enfants. Vous savez que j'avais travaillé à la Bibliothèque Méjeanne sur ces thèmes-là. J'ai spontanément, bon, le groupe étant féminin aussi, j'ai spontanément proposé des mythes féminins. Donc, nous avons travaillé Déméter et Isis dans un premier temps. Et ce qui me semblait intéressant dans ces mythes féminins, c'est que ce sont aujourd'hui, ça pouvait se caler, parce que le thème, c'est quand même toujours l'enseignement. Hein. C'est-à-dire que on va chercher dans ce monde des mythes et des symboles des outils pour vivre dans ce monde. Pour moi, l'enseignement, c'est pas de l'instruction, c'est pas de l'éducation, mais c'est une façon de montrer un certain nombre de réalités de façon à ce qu'on puisse, nous, dans nos propres vies profanes, j'allais dire, cheminer et trouver progressivement des ressources pour et se débrouiller dans ce monde et y participer y participer de façon positive. Donc, il y a cette idée d'aller chercher les connaissances qui aujourd'hui correspondent à ce que j'appelle le changement de paradigme. Alors, ça aussi, il y a quelques années, j'avais fait toute une série de conférences sur le changement de paradigme. On est dans une période d'intense mutation. On vit un changement de paradigme, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire que le modèle change, la vision du monde est en train d'être bouleversée. La dernière fois qu'il y a eu un grand changement de paradigme, c'est à la Renaissance, mais dans l'intensité qu'on vit aujourd'hui, c'est au néolithique, donc ça remonte. Il n'y a que le néolithique et encore notre changement de paradigme. Un jour, si vous voulez,
On en parlera si vous voulez. C'est un sujet très intéressant. Notre changement de paradigme, il est encore plus puissant que ce qui s'est passé au néolithique. Donc, on est dans une période extrêmement de grande mutation. Alors, pourquoi dans ce changement de paradigme, on va chercher les mythes féminins? Parce que ces mythes féminins, ils sont dépositaires de savoir antérieur. On l'a vu avec Déméter. Hein. Déméter, quand on l'a travaillé, on a bien vu que derrière le mythe grec, un peu policé, même si déjà lui-même, il est très puissant, ce mythe, hein, mais qu'il y avait, on sentait bien qu'il y avait la triple déesse, par exemple, avec Déméter, Perséphone et Hécate. On sentait bien qu'il y avait des sortes de mythes de végétation, de cycles beaucoup plus anciens, beaucoup plus sauvages que ce qu'a été la mise en œuvre de ce mythe de Déméter dans le mystère d'Éleusis. On le sentait. On l'a vu avec Isis aussi. On a bien vu que l'Isis, d'ailleurs je l'ai fait en 2 parties, hein, vous vous rappelez que l'Isis grecque, elle était quand même déjà très éloignée de la Ascète égyptienne, qui justement, on sentait bien que la puissance, elle avait été aussi amoindrie et que d'ailleurs on appelait ça le cycle osirien, alors que l'héroïne principale du cycle osirien, c'est Isis. Donc il y avait déjà une dépossession. Et dans cette dépossession par le patriarcat, l'Égypte pharaonique de l'Ancien Empire, c'est déjà un patriarcat. Cette dépossession, elle appelle justement à aller chercher les vrais enseignements, c'est-à-dire ces enseignements féminins qui ont été, on l'a vu un petit peu avec Ariane déjà nous, on l'a vu avec Viviane aussi, hein, on l'a déjà effleuré, mais là on va aller un peu plus loin dans l'appréhension du truc. Ce patriarcat, il a œuvré depuis très, 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 très longtemps. Alors, quand on parle de... et peut-être à partir du néolithique, ou du moins à partir des grandes cités-États mésopotamiennes, hein, c'est-à-dire à peu près moins 5000 ans. À peu près, hein. Et ça concorde, alors ça c'est intéressant, je vais en parler 2-3 fois dans l'intervention, ça concorde avec l'invention de l'écriture. Eh ben, par hasard, hein, ça concorde avec l'invention de l'écriture. Donc, vous voyez, on est dans une histoire très, très ancienne. Et il m'a semblé, et j'ai cette intuition depuis longtemps, hein, je ne savais pas trop pourquoi je travaillais sur le féminin, en fait, mais ça me semblait évident. Et maintenant, je me dis qu'aujourd'hui, on est vraiment au bout de l'impasse où notre espèce, elle s'est engagée avec le patriarcat. Et si on veut aller récupérer, non pas un matriarcat, parce que n'oubliez pas que le mot matriarcat, il a été construit sur la notion de patriarcat, que donc quand on parle de matriarcat, on polarise un truc on parle de pouvoir, alors que le féminin n'est pas lié au pouvoir. Et donc, quand on commence, d'ailleurs, je parlerai de non-patriarcat et jamais de matriarcat. Si on va revisiter ces mythes, notamment on a bien vu avec Déméter et Isis que c'était des mythes de cycle, et on sait très bien aujourd'hui que c'est ça qu'on doit retrouver, parce que si on ne retrouve pas les enseignements des cycles, qu'on ne se met pas à décroître, et en tout cas à aller retrouver quelque chose de beaucoup plus profond, on va au mur. Donc ces enseignements des cycles, Déméter et Isis, hein, qui sont 2 enseignements des cycles, ben, ils pouvaient nous permettre déjà d'aller déjà de faire émerger cette notion de cycle fondamental, mais aussi d'aller chercher un certain nombre d'éléments de comment faire pour aller retrouver ce chemin-là qu'on a, en fait, on a pris un mauvais chemin à un moment. Notre espèce a pris un mauvais chemin. Et c'est vrai que ces mythes qui sont patriarcalisés, le travail qu'on a fait avec l'enseignement des mythes, on a déjà commencé. Alors, on a eu la légende du roi Arthur. On a vu que la légende du roi Arthur, qui est liée quand même à un des grands mythes fondateurs d'Occident, qui est le Graal, que la légende du roi Arthur, finalement, elle avait récupéré, hein, bon, la légende du roi Arthur, c'est le Moyen-Âge, mais c'était souché en quelque sorte sur une tradition celtique, mais qu'elle avait récupéré cette tradition celtique pour exprimer un certain nombre de valeurs et de visions du monde, qui est la tradition chevaleresque. Tradition chevaleresque qui est quand même respectueuse du féminin. Ce n'est pas une tradition patriarcale.
ce n'est pas une tradition patriarcale. Donc ça, c'était intéressant. On avait vu que finalement, on avait là une histoire qui était en fait un mythe et qui était moins patriarcale que d'autres et qui quand même mettait au centre le féminin. En revanche, et ça on le reprendra tout à l'heure, on avait vu que Viviane avait été, que en fait, Viviane, Morgane et Guenièvre, c'était une seule entité, c'était une déesse mère, ou une grande déesse, et qu'elles avaient été séparées, alors de façon artificielle, et amenuisées. C'est-à-dire que Guenièvre, qui veut dire en celte le blanc, la douceur blanche ou la fée blanche, bon, la fée au sens déesse hein, chez les Celtes, est devenue une espèce d'épouse ridicule d'ailleurs dans la série qu'on voit avec Kaamelott. Hein. Donc on voit bien comment le personnage qui était une déesse, qui représentait ce qu'on appelle la déesse blanche, c'est-à-dire la grande déesse, est devenue progressivement une espèce d'épouse ridicule et jalouse. Bon, bien sûr, là, c'est la caricature, mais il y a un peu de ça. Et en tout cas, une femme amoureuse, et seulement une femme amoureuse, puisqu'elle est amoureuse de Lancelot, et en même temps, elle est aussi amoureuse de... Donc, vous voyez, on avait déjà vu qu'il y avait quelque chose derrière. Dans le mythe du Minotaure, ça on le verra, hein, effectivement, avec Ariane, on a découvert aussi que c'était une déesse crétoise. Et puis, on avait aussi que les héroïnes tragiques, comme Antigone et Électre, alors on a eu un débat on a eu des échanges sur Antigone, qui est en général posée en Occident comme une héroïne positive, et qui en fait n'est pas du tout une héroïne positive, et qui est en tout cas, qui a entraîné les femmes, enfin qui fait la démonstration de ce que deviennent les femmes quand elles s'enferment dans une espèce de revendication victimaire qu'on voit dans la société. Puis les Antigones, elles sont là en permanence dans la société aujourd'hui. Ce mythe, il est hyper vivant. Et qu'avec ce mythe-là, on voyait bien qu'on passait à côté de quelque chose de notre vraie puissance. Et il y avait sa sœur. Hein, on avait vu que c'était un couple avec Antigone et sa sœur. J'en parlerai pas d'Antigone ce soir, hein, mais voilà. Donc c'était un peu ce qu'on avait pu voir ensemble. Et on s'est très très vite rendu compte qu'il y avait du travestissement, qu'il y avait de la récupération, c'est de la récup, hein, qu'il y avait de la récupération et que les héros solaires tenaient en général le devant de la scène au service de ces héros solaires, des héroïnes plus ou moins valorisées, plus ou moins. Donc ça c'était ce qui était intéressant, c'est que en cherchant ce travestissement, c'est-à-dire en élucidant comment ça s'était fabriqué, on va chercher de la connaissance. C'est-à-dire que finalement, ces mythes, qui sont déjà des mythes très intéressants en demeurant, hein. Il y a des gens qui font des livres entiers sur le mythe du Minotaure, hein. Donc c'est pas inintéressant, hein. Mais en revanche, c'est peut-être des savoirs philosophiques ou des savoirs métaphysiques, mais pas de la connaissance. Et que si on voulait aller chercher de la connaissance, il fallait aller un peu plus loin dans la mémoire. C'est-à-dire aller creuser derrière cette mémoire et dépatriarcaliser cette mémoire, parce qu'en fait, la connaissance et la mémoire, c'est la même chose. Et que cette connaissance, elle ne pouvait émerger qu'en se dégageant de fausses vérités, de ces héros solaires, de tout ça. Et c'est vrai que finalement, c'est une démarche de revivification de ces anciens savoirs qui, dans ce changement, peuvent être très, très utiles. Alors, ce n'est pas accessible à tout le monde, hein, on va dire. Bon. Après, je travaillerai la vulgarisation, hein, mais pour le moment, on est dans des phases un petit peu de recherche. Et ce qu'on cherche aujourd'hui, et au-delà de ça, vous avez beaucoup de philosophes aujourd'hui qui travaillent là-dessus, c'est de retrouver... Ah, voilà, ça mental, je croyais que c'était 8 heures. Bonjour. Alors, on a déjà commencé parce que c'était 19h30, mais tu n'as pas dû recevoir le deuxième, mais ce n'est pas grave. Bon, on reprend le train en marche. Donc, j'étais dans l'idée qu'on va rechercher dans ces mythes, tous ces mythes
largement solaire, hein, parce que vous verrez, c'est ça ce qui s'est passé. On va comprendre ce qui s'est passé avec le patriarcat quand même. Donc, tous ces mythes largement solaires, excluant le lunaire, mais excluant aussi le féminin solaire, on le verra, on voit apparaître derrière ce qu'on peut appeler les lois du vivant. Et ça, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu du moment. Si on ne retrouve pas les lois du vivant, on va à la destruction de notre espèce et peut-être de notre environnement. Donc, c'est pas un truc, c'est pas que, bon, voilà, on écoute des mythes, on fait un peu de philo, on se dit que ça, c'est intéressant, un peu comme fait, comment il s'appelle l'ancien ministre, là, j'ai oublié son nom, Luc Ferry, hein, voilà, il y a de la sagesse. Ça. Non, 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 c'est pas de la sagesse dont il s'agit, là, c'est vraiment de la connaissance. Et dès qu'on est dans la quête des origines, on est dans la connaissance. On n'est plus dans la sagesse. Hein. Donc, c'est pas exclusif, hein, mais bon, ça, c'est très intéressant. Ce vivant, il a été utilisé, spolié, il est devenu ressource. C'est ça le patriarcat. Parce que des fois, on parle du capitalisme comme étant le truc vraiment. Bon, moi, je suis vraiment contre le capitalisme, évidemment. Quand on est contre le patriarcat, on est obligé d'être contre le capitalisme. Ça va ensemble. Mais c'est surtout le patriarcat. Parce qu'on peut avoir des sociétés non capitalistes qui vont avoir exactement les mêmes formes. Parce que qu'est-ce que c'est le patriarcat? C'est le père. Donc, c'est même pas le masculin. Il ne faut pas se tromper. Hein. Le patriarcat, il écrase de façon égale le féminin et le masculin. Ouais. C'est là qui est important. C'est important, ça. Ça, c'est vraiment important. Je voulais vraiment vous le dire. Et ce qui est intéressant dans cette connaissance ancienne, c'est qu'en fait, c'est un retour à l'unité. Mais c'est un retour à l'unité, non pas par... C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à me positionner par rapport au féminin sacré, moi, tu vois. C'est-à-dire qu'on me disait, ah, tu travailles sur le féminin sacré? Ben, non, pas vraiment. Je sentais bien que c'était pas ça que j'étais en train de faire. C'était pas que d'un coup, je voulais que le féminin, qu'il y ait des comme ça. C'est pour ça que je suis un peu aussi, des fois, un peu raide sur le mouvement sorcière et tout ça. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et moi, s'il y a bien un truc que je ressens profondément, c'est ce qui est juste. Et donc, ce retour à l'unité, il suppose un équilibre entre les deux polarités qui constituent notre monde. Si on fait du matriarcat ou si on fait une espèce d'émergence comme ça, totalitaire, enfin, je vais loin, hein, c'est un peu provocateur, une espèce d'émergence totalitaire du féminin, victimaire, en plus, oh mon Dieu, il y en a un qui m'a fait ça, il y en a un qui m'a fait ça. Bien sûr, je sais que les femmes souffrent, mais est-ce qu'on ne doit pas donner aux femmes la possibilité d'être des guerrières et de réinvestir leur partie masculine plutôt que de rentrer dans une espèce de truc un peu cuculapraline qui, des fois, moi, m'énerve un peu. Mais bon, je m'énerve vite. Hein. Donc, on va en tout cas... Mais vous voyez, des fois, on sent qu'on ne sait pas juste. C'est pour ça que le féminin sacré, d'abord, c'est un petit peu... on verra, on en parlera demain, parce qu'on va parler du sacré dans ce lieu magnifique où on va. Mais ce qui est en jeu, c'est un retour à l'unité à travers ces deux polarités. C'est ça qui est en jeu. Et il ne s'agit pas de prendre le pouvoir. Il ne s'agit pas de refaire ce que fait le patriarcat. Ça, c'est l'erreur. Et je pense que ça, ce serait vraiment encore une dérive considérable. Et je crois qu'en allant chercher ces mythes, voilà, je fais une longue introduction, d'habitude je ne fais pas ça, mais je pense qu'il y a une volonté de réintégrer ces deux polarités. Alors, je vous ai dit la connaissance et mémoire. Et la mémoire, bon, c'est la carte du 2 dans le tarot, c'est la papesse. La mémoire, les Grecs avaient bien perçu que cette mémoire, c'était quelque chose de fondamental. Et dans la première génération des dieux grecs, qu'on appelle les titans, avant qu'il y ait Zeus, et justement, ça c'est le patriarcat, avant qu'il y ait Zeus sur j'allais dire sa colline, sur sa montagne, et avec toute ces jeux entre un féminin extrêmement amoindri quand même. Hein, le féminin, chez les dieux olympiens, il n'est pas... Et il est toujours en parallèle avec un masculin un peu plus haut, Apollon et Artémis. Hein, qui sont les jumeaux, mais Artémis, bon, elle est très vite, on lui donne vite un second rôle. Hein, donc, Apollon devient le dieu solaire, le dieu absolu. Alors, cette solarisation du monde, ça a participé aussi à la... C'est le patriarcat qui a fait ça. Hein.
Mais effectivement, cette mémoire, cette titane qu'on appelle Ménosimée, c'est très très difficile à prononcer, ou Ménosime parfois, c'est la déesse de la mémoire, c'est une titanide, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire une titanide au même titre que Thémis, la justice, enfin toutes ces grandes forces, parce que les titans représentent les grandes forces cosmiques. Hein. La deuxième génération avec l'Olympe, ce sera autre chose. C'est la relation avec les hommes. Il y a une anthropovisation. Mais ça, c'est les grandes forces cosmiques. Donc, c'est une grande force cosmique qui est incarnée par la mémoire. Ce qui est intéressant, c'est que Ménosimée, elle est la mère des muses. Et elle est à la fois la mémoire et le langage. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on est dans une civilisation de l'oral. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de mémoire et que les mots, vous ne savez pas les mémoriser, vous n'allez pas pouvoir avancer sur votre cheminement de lecture du monde. Donc, ça, c'est très intéressant que Mnemosyné soit aussi la déesse du langage, ce qu'on ne dit pas souvent. Voilà. Et langage et mémoire, ben, c'est la connaissance. Hein. Donc, on rentre dans quelque chose qui est relativement archétypal. Donc, pourquoi je vous parle de Mnemosyné parce que justement, c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui, c'est d'aller retrouver cette espèce de mémoire ancienne, ce que Goethe appelle l'ancien avec un grand A. Hein. Nul passé ne mérite d'être revécu, etc., etc. Seul compte l'éternel présent qui se fonde sur les éléments de l'ancien. Hein. Donc, c'est ça l'ancien de Goethe. C'est ça l'ancien. Goethe, il avait bien capté le truc, qu'on avait perdu quelque chose, donc il fallait le chercher. Et en parlant donc de la mémoire, bon, ça c'est quelque chose qui est un thème qui me c'est pour ça que j'ai appelé ça les déesses oubliées. Et ça, ce travail-là, je pense qu'il est indispensable aujourd'hui. Et je vais commencer dans cette recherche des déesses oubliées par la plus facile de toutes, qui est Viviane. Alors, effectivement, si on n'a pas de notion sur la table ronde, Arthur et tout, il faudra aller chercher. Hein. Le but aussi de toute ouverture comme ça, c'est d'ouvrir des portes et puis ensuite d'aller soi-même cheminer là-dessus. Donc, Viviane, vous la connaissez sans doute sous le nom de la Dame du Lac. Bon, nous, on a déjà fait ça sur notre enseignement des mythes, hein, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Viviane, c'est la Dame du Lac, c'est elle qui élève Lancelot dans un palais de cristal sous le lac, qu'on appelle le lac, il n'y a pas de nom, mais qui serait les terres, ça peut être Avalon, hein, des fois on dit que c'est Avalon, c'est les terres d'Avalon. Mais donc c'est elle qui est l'initiatrice, c'est elle qui va permettre au chevalier parfait, qu'est Lancelot, de faire naître l'être parfait qu'est Galahad. Sachant que Lancelot s'appelle au début Galahad, alors là, les noms, c'est toujours fascinant, hein, Galahad, et que quand il est adopté, ou plutôt enlevé, parce que Viviane l'enlève à sa mère pour l'éduquer, et ça c'est intéressant, cette idée d'éducation des femmes, c'est les femmes qui éduquent les fils, c'est les femmes qui éduquent les fils. Et je vais aussi vous révéler un truc, quand vous êtes une femme, vous pouvez accoucher d'une fille et d'un fils. Donc nous sommes bien le dépositaire de quelque chose par rapport à ça. Donc, les femmes. Donc cette idée de Viviane, hein, quand on avait beaucoup travaillé sur Déméter, moi j'adore Déméter parce qu'elle a une fille, comme bon, je m'identifie beaucoup à Déméter, mais Viviane, qui est cette mère initiatrice, cette fée Viviane, elle va élever Lancelot, il s'appelle Lancelot quand il va être élevé par elle, le chevalier parfait, qui va représenter l'idéal de la chevalerie et de la courtoisie d'ailleurs. Enfin, bon, après, tout dépend de savoir, hein, que vous pouvez développer, mais surtout qui va être le père de Galahad, qui va lui être celui qui va récupérer le Graal. Le Graal lui-même étant la représentation du féminin. On l'avait bien vu ça, hein, c'est un truc, c'est la coupe, c'est le féminin. Alors sans rentrer dans le truc un peu délirant à la Da Vinci Code, hein, parce que ça c'est de l'amoindrissement des mythes et de la métaphysique, mais quand même il y avait une idée, hein, des fois dans les trucs les plus stupides il y a une idée intéressante. Donc vous avez ce cheminement. Alors Viviane, on avait vu, alors Viviane ça veut dire la vivante, ça tombe bien. Donc on a dit, bon, Viviane c'est la vivante, c'est celle qui est vivante. Et Viviane qui est comme ça un second rôle du cycle arthurien, il y a des gens qui connaissent même pas Viviane. Si on creuse un peu, si on cherche son origine, on se rend compte que c'est la dame du lac.
Et donc, dame, en celtique, c'est pas dame, c'est Dana. Et Dana, chez les Celtes, c'est la grande déesse. Donc, Viviane, c'est la grande déesse. Donc, cette Viviane, grande déesse, si c'est la grande déesse, elle a été amoindrie. Si elle a été amoindrie, il y a plusieurs moyens pour le patriarcat d'écrabouiller le féminin. Soit on divise en plusieurs déesses qu'on finit en les amenuisant, on arrive à en faire des espèces de personnages presque ridicules, hein, tu vois. Soit on le verra avec le cas d'Ariane, on diminue tous les pouvoirs et on travestit les choses. Là, en l'occurrence, on a divisé. Parce que quand on fait une recherche, on s'était rendu... Enfin, là, c'est grâce à l'enseignement des mythes, parce que je ne l'avais jamais vu. J'ai fait des conférences sur Viviane. Hein. Ça, je n'avais pas vu. Comme quand on n'est pas prêt, on ne voit pas. Hein. Eh bien, il se trouve que Viviane, elle est la sœur de Morgane. Donc, on avait la deuxième. Morgane étant la Morrigan. La Morrigan, c'est une déesse celtique de la guerre. Et en creusant un peu plus, on s'est dit, ben, dans cette histoire, il y a quand même une troisième femme. Alors moi, je ne misais pas beaucoup sur Guenièvre, en fait. Tu vois, je me disais, oh, Guenièvre, bon, quand même. Et bien, en cherchant, on s'aperçoit que Guenièvre, ça veut dire la pureté blanche. Donc, c'est la déesse blanche. Ça, je vous renverrai à des bibliographies sur la déesse blanche. Bon, c'est une grande découverte. La déesse blanche, c'est un des noms de la grande déesse dans les traditions du Nord. Chez les Celtes du Nord, plutôt, chez les Scandinaves aussi, elle s'appelle la déesse blanche. Donc, vous voyez qu'on a vite fait de découvrir sous le vernis de ces mythes patriarcaux, solaires, chevaleresques, avec des guerriers, des machins, des trucs. Donc, ce qu'on appelle, ce que Ursula Le Guin, que j'aime beaucoup, appelle les histoires d'épée. Et Ursula Le Guin dit il faut revenir aux histoires de panier. C'est extraordinaire, ça. C'est pas notre thème. Mais au moins aux histoires de coupe, hein, donc de réceptivité. Je vous rappelle que quand on dit que le masculin est actif et que le féminin est passif, c'est le patriarcat qui a détruit quelque chose parce que ce n'est pas vrai. Le masculin est actif, le féminin est réceptif. Être réceptif, ce n'est pas être passif. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et donc, cette réceptivité, donc, ce Graal, effectivement, on a ces déesses mères qui tournent autour. Donc, Viviane, il se trouve que Viviane, Morgane et Guenièvre sont une triple déesse. Ça, c'est magnifique. Un truc, hein, j'aurais fait la danse de la victoire, moi, quand j'ai trouvé ça. Hein. Donc, on a vraiment ces trois déesses-là qui... Alors, en plus, elles incarnent... Alors, la triple déesse, qu'est-ce que c'est? Chez les Wicca, ça a été beaucoup récupéré, la triple déesse. Hein. Il y a même des sortes d'icônes, etc., etc. Alors, le Wicca, en deux mots, c'est une espèce de Je vois Isabelle qui sourit parce que je sais que je déteste le Wicca. Non, je ne vais pas m'acharner, mais je vais juste dire en deux mots. C'est du néopaganisme. Donc, déjà, quand il y a néo, il faut un peu se méfier. Donc, c'est du néopaganisme qui a récupéré dans les traditions des trucs un peu partout. Hein, parce que vous avez des trucs... des fois, on vous dit, ah, c'est celtique. Ah bon, ça, c'est celtique, mais d'où ça sort? Ah, c'est viking. Mais non, ce n'est pas tout à fait celtique, hein, pas de la même tradition. Donc, les Wicca a récupéré. Alors, je vous invite à aller voir la tête du mec qui a fondé le Wicca. Vous allez tout comprendre. Voilà. Après, bon, s'il y a des gens qui veulent courir à poil dans les forêts, moi, je ne suis pas contre. Hein. J'ai même plutôt une activité qui me plaît. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de rigueur intellectuelle et ça, c'est un peu embêtant parce que finalement, ce n'est pas du syncrétisme, c'est du bougil-boulga. Vous savez, le truc qui mange Casimir, là, avec de la confiture, de la choucroute, je ne sais pas, de la moutarde. C'est un peu dangereux. Alors, ce n'est pas dangereux au sens où ça va connecter les gens à la nature et tout, et ça, c'est super, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu dangereux parce que ça se donne comme une tradition alors que ce n'est pas une tradition. Bon, ça, c'est mon côté un peu raide. Mais il y a dans ce qu'on vient de voir quelque chose qui est intéressant, qui est cette triple déesse. Alors, la triple déesse, c'est quelque chose qui existe depuis le néolithique, c'est la Vénus de l'Espugue. La Vénus de l'Espugue, malheureusement, je l'ai donnée à ma fille, enfin, ce n'est pas la vraie, hein, mais ma représentation, sinon je vous l'aurais montré, c'est une représentation du paléolithique
Et je ne sais pas si Isabelle, tu te rappelles, quand on avait fêté Samhain la première fois à Entremont, ce lieu hautement féminin, j'avais sorti la déesse de l'Espug. Hein. Je l'avais encore, tu vois, maintenant je ne l'ai plus. Si vous allez voir des éléments sur la déesse de l'Espug, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle a 3 faces. Elle a une première face devant. Quand on la tourne, c'est autre chose. Et quand on la retourne, c'est encore autre chose. Et ça a été découvert il n'y a pas très longtemps. Enfin, moi, il y a un moment que j'ai vu, hein, mais a priori, ça a été homologué il n'y a pas très longtemps par l'histoire. Et c'est bien, parce que ça veut dire qu'on commence à voir des choses qui n'étaient pas visibles, hein, et qui deviennent visibles. Dans cette déesse trinitaire, alors il n'y a pas que la déesse de l'Espug, toutes les déesses du paléolithique, hein, pas du néolithique, notamment le paléolithique supérieur, ça couvre une période assez reculée quand même. La Vénus de l'Espug, on dit moins 26 000 ans. Alors, ce qui est très intéressant avec ces déesses du paléolithique, c'est que moins 26 000 ans, c'est la précédente ère du Verseau. Ça ouvre des perspectives de réflexion. Parce que si aujourd'hui, après avoir fait cette grande année de 26 000 ans, c'est 26 000 ans que met notre Terre pour voyager dans la galaxie. Donc, après avoir fait cette grande boucle, c'est assez fascinant, ça, hein, comme idée. Moi, je trouve ça très beau. Quand la Terre a fait la boucle, on parlait de boucle tout à l'heure, et on revient à l'ère du Verseau, et on revient à cette nécessité de se reconnecter à ce féminin. Donc, cette Vénus de l'Espug, ça veut dire que les êtres humains, dès qu'ils ont été connectés, dès qu'ils ont eu leur conscience qui s'est éveillée, moi je pense que les hommes de la préhistoire étaient plus éveillés que nous, dès qu'ils ont été éveillés, ils ont produit des œuvres, hein, des formes, avec la loi ontologique de base qui est le 1 n'appartient pas à ce monde. Si je veux avoir une notion, si je veux appréhender le 1, je dois faire du 3. Tout bête, hein. Et ça, le christianisme l'a récupéré. Le christianisme, qui est une religion géniale, vraiment, hein, a récupéré la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sachant que beaucoup de mystiques et d'ésotéristes chrétiens disent que le Saint-Esprit, c'est le féminin. Et en plus, au-delà de cette Trinité, on a aussi récupéré une autre Trinité qui est le Père, la Vierge, la Vierge Marie et le Christ, et le petit Jésus, il n'est pas encore Christ. Hein, le petit Jésus. Vous voyez, donc les Trinités, ça fonctionne en permanence. Donc, et vous le voyez avec Viviane, c'est-à-dire que cette culture celte, elle a fabriqué plein de triples déesses. Alors, par exemple, vous avez je l'aime beaucoup celle-là, elle s'appelle Magda. Alors, Magda, elle n'est pas gentille. C'est une déesse qui est à la fois guerrière, c'est aussi une déesse guérisseuse, et c'est aussi une déesse qui est la mère de 2 jumeaux remarquables qui font plein de choses dans le monde et qui sont très intéressants. Donc, vous avez comme ça des formes de triple déesses qui sont générées en permanence par l'imaginaire celtique, qui est très, très, très important. Alors, cette culture celte, elle est très méconnue. Hein, il y a eu beaucoup d'élucubrations aussi. Si vous commencez à regarder des trucs sur Internet, là aussi, le néoceltisme, par exemple, le néoceltisme ou le néodruidisme, c'est en partie, comme il n'y avait pas de texte, qu'il n'y avait pas de truc, les néodruides, certains, pas tous, sont allés chercher chez les cousins, et on en a déjà parlé, chez nos cousins qui sont les Indiens d'Inde, puisque on est des Indo-Européens, et donc on a une souche commune, et effectivement, en tant qu'Indo-Européens, on a beaucoup de choses en commun. Hein, notamment la notion de fonction, la notion qui chez eux est une caste, c'est la caste, une notion de fonction, le yoga que les Celtes pratiquaient, hein, les Celtes pratiquaient le yoga, et on trouve des statues en position de lotus. Donc vous avez comme ça cette culture. Alors pourquoi cette culture celte elle est méconnue? Parce qu'elle n'a pas eu d'écriture profane. Et ça on le verra cette année, si vous suivez le cycle sur les écritures symboliques, les Celtes avaient une écriture. Mais ils se servaient de cette écriture pour activer les forces supérieures. Ils ne se servaient pas de cette écriture pour remplir leur déclaration d'impôt. Hein, ils se servaient, donc ils n'avaient pas d'écriture profane. On le verra ça dans les conférences, j'en parlerai beaucoup de ce truc d'écriture sacrée. Et je ferai une conférence sur les ogames, même si c'est extrêmement casse-gueule. Mais beaucoup travaillé, c'est très compliqué.
Mais voilà, on est à la culture celte. Alors cette culture celte, on voit bien qu'elle a un fondement archaïque qui est avec un féminin puissant, c'est-à-dire un féminin qui est à la fois lunaire et solaire. Il y a des divinités solaires, il y a des divinités lunaires. Il y a des divinités qui, en elles, ont des parties solaires et d'autres parties lunaires. Donc, on est de nouveau dans cette réunification de polarité à travers une tradition archaïque. Archaïque, pour moi, c'est positif, hein, ça veut dire racine. Donc, une tradition archaïque. Et on avait donc vu cette civilisation-là. Alors, plus surprenant, ça a été la découverte de la civilisation crétoise à travers le personnage d'Ariane. Alors là, je dois reconnaître que je ne m'y attendais pas trop. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, Ariane, c'est... Alors, je résume, hein, Ariane, dans la mythologie grecque, hein, c'est celle qui... Bon, tout le monde connaît le fil d'Ariane, hein, c'est celle qui va aider Thésée à rentrer dans le labyrinthe et à tuer le Minotaure, et surtout à sortir. Le problème de rentrer dans le... C'était pas trop compliqué, mais le problématique, et ça on l'oublie souvent, c'était pas de rentrer à l'intérieur qui posait problème, c'était de revenir. C'était de revenir. Et cette Ariane, elle va... Alors déjà, c'était super riche ce rite, parce que, ce mythe, parce que je me souviens d'avoir fait un travail sur le féminin à travers Ariane, en disant, oui, mais Ariane, elle se fait planter par Thésée qui la laisse à Naxos. Alors, il y a une magnifique opéra de Strauss qui s'appelle Ariane à Naxos, une des plus belles opéras qui existent. Moi, j'adore Strauss. Et bon, elle est plantée à Naxos, quoi, sur une île, hein, il la laisse, et puis il s'en va, il fait faire d'autres trucs, hein, c'est un mec, hein, donc il part. Héros solaire, par excellence, hein, Thésée. Et puis elle va rencontrer, alors quand même, moi je trouve qu'elle gagne au change. Ça m'a toujours donné beaucoup d'espoir à chaque fois que j'étais plaquée par quelqu'un, en me disant, je vais peut-être rencontrer Dionysos. Donc derrière, elle rencontre Dionysos, qui est quand même un dieu. Et elle va vivre une histoire d'amour magnifique avec Dionysos, qui est un dieu très particulier de la mythologie grecque, donc je n'y toucherai pas ce soir. Sinon, pour vous dire que Ariane et Dionysos ont en commun un mot grec qu'on a beaucoup de mal à traduire dans leur nom, qui est agréable. Alors, ce n'est pas du tout ça agréable chez les Grecs. Ce n'est pas agréable comme on dit nous. On dit, oh, c'est agréable cette température. Oh, c'est agréable. Non, c'est qui est agréé par l'ensemble de l'univers. Pas exactement le même sens. Qui est agréé par l'ensemble, qui est agréé, c'est pas agréable, en fait, c'est des traductions un peu bidon. Donc, c'est ça, c'est-à-dire, elle est... Alors, on dit aussi que c'est la très pure, c'est-à-dire, elle n'a pas d'ombre. C'est comme si elle était... j'ai oublié de vous dire d'ailleurs que l'étymologie de Morgane, c'est la brillante. Hein, j'ai oublié ça, Morgane la brillante et Viviane la vivante. Viviane, Morgane la brillante, donc le côté guerrier, etc., mais au sens offensif et solaire. C'est la partie solaire de la triple déesse de Viviane. Donc Ariane, avec son fil, c'est un personnage qui déjà offre un degré d'interprétation qui est déjà plus haut que celui qu'on a d'habitude. Mais en creusant, il s'est trouvé que... alors, je vous rappelle quand même que le Minotaure est son demi-frère. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que ça, on ne sait pas de quoi. C'est son demi-frère. Alors, il se trouve que Ariane est une déesse crétoise. Alors, les Crétois, c'est un peu comme les Celtes. Alors, eux, ils avaient une écriture, mais on n'a jamais réussi à la déchiffrer. Alors, il y a des mecs qui se risquent un petit peu, comme ça. Alors, ils étaient complètement inconnus jusqu'au 19e siècle. Et là, il y a eu un idéaliste, cette génération d'archéologues complètement dingos, là, au 19e siècle, qui disait c'est pas possible, 3, ça existe. Alors on disait mais non, c'est une histoire, c'est l'Odyssée, c'est l'Iliade. Non, j'en suis sûre, j'allais chercher. Alors le mec, il partait avec ses chevaux et tout, c'est le 19e siècle. Et hop, il trouvait 3. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Hillerman, je crois. Sillerman, truc comme ça. Et là, c'est Evans. Alors Evans, il dit je suis sûre que Minos, il a existé, que Knossos, le palais, ça existait. Alors on disait mais non, pas du tout, c'est des légendes. Et alors le gars, il est parti avec ses bourricots, tout ça, et puis il est allé le trouver. Et effectivement, il a trouvé le palais de Knossos, qui est en plus un palais avec 10 niveaux, parce qu'il y a 10 strates sous le palais de Knossos.
Donc ça, moi, j'adore ces archéologues du 19e là, qui vont découvrir des choses incroyables. Et il va donc découvrir cette civilisation qu'on appelle au début minoenne, parce que Minos, et puis qui progressivement, on va se rendre compte qu'il y a eu une anticipation qui était la civilisation crétoise. Alors ces gens-là ne sont pas des Grecs. Ces gens-là ne sont pas des Grecs. Les Grecs, ça va être, bon, je ne vais pas rentrer chez les Grecs, mais je ne m'arrête plus avec les Grecs, mais ce ne sont pas des Grecs. Ce sont, on le pense, ce qu'on appelle des Anatoliens, c'est-à-dire des gens qui seraient venus d'Asie mineure, dans le plateau d'Anatolie, dans des grandes migrations, parce que ce ne sont pas des Indo-Européens, donc ils n'ont pas cette fameuse trifonctionnalité qu'on avait vue avec les Celtes, hein, avec 3 castes, ceux qui sont en connexion avec les dieux, ceux qui travaillent la terre, ceux qui guerroient, hein, vous vous rappelez cette tripartition des sociétés indo-européennes. Eux, ce n'est pas des Indo-Européens. Donc, ils ont un univers mythologique complètement différent, ils ont des symboles complètement différents, c'est à peu près les seuls à avoir une symbolique autour du poulpe. Donc, c'est des gens quand même qui ont bien compris que quand aujourd'hui on redécouvre l'intelligence, la subtilité des poulpes, on sent bien que ces gens-là, ils avaient quelque chose d'une tradition beaucoup plus élaborée que la nôtre. Et ce sont des gens qui vont, en tout cas, pendant des générations et des générations, pratiquer une religion de la grande déesse. C'est-à-dire que vous avez toute une série, et la grande déesse chez les Crétois, c'est vrai qu'elle a des ressemblances avec les grandes déesses anatoliennes. J'avais mis en photo la Dame aux Fauves, hein, qui est une représentation de Catalyukuk, j'ai du mal à le dire, ce temple-là, qui est en Turquie. Hein. Donc, il y a eu une tradition comme ça de déesses. Et ces déesses, alors on est proche de l'animisme, hein, parce qu'on est dans les racines, donc il y a de l'animisme. Ces déesses, elles sont en général les maîtresses, les maîtres, donc c'est une maîtresse, c'est bizarre, mais elles sont celles qui commandent aux fauves. C'est elles qui commandent aux formes sauvages de la nature. C'est-à-dire qu'il y en a une que vous devez connaître, parce qu'on la voit partout, c'est la déesse au serpent. Elle tient 2 serpents comme ça, avec une esthétique très particulière, hein, très spéciale. C'est pas du grec, c'est pas du romain, pas de l'égyptien. C'est autre chose. C'est mystérieux. Donc elle tient les serpents comme ça, elle est magnifique. Et vous avez d'autres déesses aux fauves. Donc on est vraiment dans une civilisation où vraiment on a au centre des déesses féminines. Il n'y a pas de dieu masculin quasiment. Très peu. Alors, ils sont un peu des faire-valoir. Hein. Donc là, on n'est pas dans un matriarcat, parce que je ne pense pas qu'il y avait le pouvoir été distribué de cette manière, mais en tout cas, on a une prise en compte du féminin de l'être, comme dirait Annick de Souzenel, c'est-à-dire de cette force du féminin divin, qui est parfaitement au centre de leur vision du monde. Et effectivement, si on replace Ariane dans ce contexte, alors, Ariane, c'est la très pure, elle a une sœur. C'est intéressant, elle n'en a pas 2. J'aurais bien aimé, hein, pour tout vous dire, mais on n'est pas chez les Indo-Européens. Donc, il n'y a pas de triple déesse. Au début, je me dis, mais mince alors, pourquoi il n'y a pas de... Parce que moi, je fais des enquêtes, hein. Je suis vraiment une enquêtrice par rapport à ça, hein. Parce qu'il n'y a pas de données, tu sais, tu es obligé de croiser, il y a beaucoup d'idioties, de bilvisés autour de ces thématiques, il y a beaucoup de délire. Donc, il faut chercher comme un enquêteur, en fait. Hein. Et en enquêtant sur le truc, au début, je me disais, ah, il y en a une troisième, j'en suis sûre. Et puis non, ce n'est pas des Indo-Européens, il n'y en a pas 3. Donc, il y en a 2. Et il y a Ariane, la brillante, et Phèdre. Phèdre est la sœur d'Ariane. Moi qui suis une racinienne, parce que j'ai fait un début de doctorat sur Racine, évidemment, Phèdre, elle me parle beaucoup. Mais vous allez voir que Ariane a une sœur donc, qui est Phèdre. Alors, Phèdre veut dire aussi la brillante. Là, c'est marrant. On retrouve Phèdre et Morgane qui, analogiquement, ont des attributs communs. Et on voit comment le patriarcat a massacré Phèdre hein, dans les tragédies. Évidemment, elle tombe amoureuse de son beau-fils, machin, et tout ça. Donc, Phèdre, elle n'a pas un très, très beau destin. Donc, elles sont sans doute les 2 faces d'une même déesse. C'est comme on n'est pas dans le design européen, on n'a pas de triple déesse. En revanche,
il y a un rapport entre le labyrinthe et cette déesse. Alors, l'histoire patriarcale nous met Thésée, il faut les tuer, bah, c'est très, très, très solaire, très masculin ça. Hein. Il y a un monstre au milieu d'un truc, il fait des bêtises, il faut aller le tuer. Bon, hein, il n'y a rien de féminin dans cette histoire. Et voilà qu'Ariane, alors des fois c'est encore pire parce qu'on dit que c'est même pas Ariane qui a donné le fil, etc. Mais voilà qu'Ariane a l'idée du fil, en tout cas elle est à l'autre bout du fil. Et ce qui est fabuleux, c'est que Ariane va faire du Dédale un labyrinthe. Parce qu'en fait, ce labyrinthe, au départ, ce n'est pas un labyrinthe. Parce qu'un labyrinthe, c'est un chemin qui mène vers le centre. Et cette construction qui a été construite par Dédale, comme son nom l'indique, hein, cette construction qui a été construite par Dédale, c'est un dédale, c'est-à-dire un ensemble de chemins qui est voué à vous faire perdre et à errer éternellement au milieu de cet enchevêtrement de chemins. Un labyrinthe, c'est organisé. Un labyrinthe, c'est quelque chose, et je vous renvoie je suis tombée par hasard sur la photo du labyrinthe de Chartres tout à l'heure, et je vous renvoie au labyrinthe de Chartres, qui est un des plus beaux labyrinthes qui soit. Un labyrinthe, c'est une forme organisée, ça participe dans les archésymboles, qu'on verra sans doute en septembre, de la symbolique du centre. Donc ça n'a rien à voir avec la perte, la symbolique du centre. Et ce qui est extraordinaire dans ce mythe, et ça aussi, je suis très heureuse de l'avoir éclairé, c'est que Ariane, et je me rappelle, j'étais là, je me dis, oh mon Dieu, Ariane, parce que quand je suis toute seule, je suis intense dans mes recherches. Hein. Donc je me disais, mais mon Dieu, c'est dingue, à qui je vais pouvoir dire ça? Heureusement que vous y avez vous pour vous le dire le lendemain, mais tu sais, des fois tu découvres un truc. Donc Ariane, le féminin qui s'associe à ce masculin, fait que cet homme Thésée, qui est quand même voué à se faire étriper par un monstre, ou par on ne sait quoi, va trouver le chemin de son centre grâce au féminin. Ce qui voudrait dire, sur un plan métaphysique, que si vous manque le masculin, vous n'allez pas pouvoir tuer les monstres. Et si vous manque le féminin, vous ne retrouverez pas le chemin de l'âme. Beau ça, c'est beau, vraiment c'est beau. Vous ne retrouverez pas le chemin de l'âme. Alors le labyrinthe, il se trouve, alors là je l'effleure, hein, parce que je ferai une séance en septembre dans les archésymboles sur le labyrinthe et les symboliques du centre. Le labyrinthe, il y a une étymologie. Alors, vous savez, l'étymologie, c'est une science très approximative et souvent un peu loufoque. La majorité des étymologies sont fausses. Mais une étymologie qui a pris corps, c'est-à-dire qui a fini par rentrer dans le sens commun, est toujours intéressante au niveau symbolique. Parce que la symbolique, c'est aussi de l'imaginaire collectif. Et donc, si dans notre imaginaire, il y a quelque chose qui fait sens de façon générique, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière, même si c'est faux. Et là, en l'occurrence, il se dit beaucoup que le mot labyrinthe veut dire le temple de la double H. La double H étant une représentation connue dans le monde ancien qui représenterait la grande déesse. Donc la double H, cette double H qui serait liée au labyrinthe, on dit mais quel est le rapport? Mais en fait, parce que les premiers temples de la déesse étaient des bois sacrés. Et que ces bois sacrés, ils avaient la forme de labyrinthe. Et que le labyrinthe de pierre n'est que la représentation du bois sacré. Et que cette double hache qui va venir se mettre au milieu du labyrinthe, parce que c'est ça cette idée, c'est le temple labyrinthe. Alors là, grosse résistance sur la symbolique de la double hache. Vous avez des milliers de pages sur la symbolique de la double hache. Mais la double hache, qu'est-ce que c'est finalement? Ce n'est ni plus ni moins que la représentation de la triple déesse, parce que vous avez la lune croissante, la pleine lune et la lune décroissante sur l'autre côté. Ça, je vais déposer un copyright. Parce que j'avais déposé le truc, parce que je l'ai lu nulle part, et c'est en dessinant la double hache que je l'ai vu. Quand vous faites de la transversalité, d'un coup, vous avez le truc. Et voilà, donc la double hache.
Donc ça, c'est magnifique, dans une espèce de retour sur cette double H. Donc voilà pour Ariane. Ariane, finalement, c'est une déesse, c'est clair. C'est une déesse crétoise. Alors c'est très intéressant, et c'est une déesse très archaïque. Et c'est pas étonnant qu'elle aille se marier avec Dionysos. Parce que si vous connaissez un peu ce magnifique dieu, et ses rites, ça rappelait qu'à Éleusis, ils avaient récupéré les mythes de Dionysos, c'est tout à fait logique qu'elle aille s'unir dans une hiérogamie magnifique à Dionysos. Et en plus, ils ont été très heureux ensemble. Alors, Ariane est quand même d'ascendance divine. Ariane, elle est la fille de Minos, qui est lui-même le fils de Zeus, et de Pasiphae. Alors, vous connaissez tous le vers célèbre de Racine, la fille de Minos et de Pasiphae, quand on fait dans ce magnifique, elle est magnifique, magnifique ce texte. Et du côté de Pasiphae, elle est la fille d'Hélios. Donc, elle a à la fois une ascendance olympienne et une ascendance solaire. Donc, c'est vraiment une déesse à part entière. Ce fil d'Ariane, il va nous amener à la dernière, parce que vous n'avez plus en pouvoir des déesses au bout d'un moment. La dernière déesse, alors celle-là, elle est très surprenante. Elle est très surprenante parce que le patriarcat en a fait l'archétype. Alors d'ailleurs, c'est une antonomase. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une antonomase. Une antonomase, c'est un nom propre qui est devenu un nom commun. Quand on parle d'une Pénélope, on ne parle pas d'une guerrière. On parle d'une femme soumise qui attend son mari à la maison tranquillement en faisant une petite. Et pourtant, alors là, on est vraiment dans la démonstration de ce que le patriarcat peut faire au féminin. Et pourtant, Pénélope est une déesse oubliée. Et elle est dans la filiation magnifique des déesses araignées, des tisseuses, de celles qui font la trame du monde. Et effectivement, entre ce personnage féminin profane, qui attend son mari, en faisant des motifs quand même. Vous savez combien je suis attachée à cette notion de motif, donc elle crée des motifs, elle crée. Et je vous disais, j'avais lu il y a quelques années une interprétation du mythe de Pénélope disant qu'en fait, le héros de l'Odyssée, c'était pas le héros de l'Odyssée, de l'histoire de l'Odyssée, parce qu'Odyssée en grec, ça veut dire Ulysse, alors c'est un peu bizarre. Mais l'histoire de l'histoire de l'Odyssée, c'était Pénélope qui, en fait, tissait, racontait son histoire sur sa tapisserie. Et que chaque aventure était... C'est très beau, hein. J'ai jamais retrouvé le bouquin. Alors, je me suis demandé si je n'avais pas halluciné, ça m'arrive. Donc, j'ai dit peut-être que je l'ai inventé. J'ai jamais retrouvé. J'avais trouvé un résumé de bouquin, tu vois. Alors, si jamais vous tombez dessus par hasard, par le hasard de vos recherches, n'hésitez pas à me le dire. Et je trouvais que c'était une très belle interprétation. De dire, finalement, chaque jour, elle crée une aventure, toutes les pérégrinations d'Ulysse, et le soir, elle le fait. Et que donc, il s'agit d'une métaphore du récit. Alors là, on arrive sur quelque chose qui est très, très intéressant, parce que finalement, ces grandes déesses, elles sont souvent liées au récit, parce que Ariane, avec son fil, donc avec cette idée de tracer quelque chose, de tracer la continuité des choses, et puis cette Pénélope qui chaque jour défait. Alors Pénélope, l'étymologie est très, très compliquée. A priori, ça voudrait dire celle qui défait la trame. Mais on a évidemment, on peut affirmer que si elle défait la trame, c'est qu'elle l'a fait. Donc elle fait et elle défait. Un peu comme les moires qui sont la destinée, qui sont cette histoire de destinée. Alors on dit souvent les grandes divinités tisseranes du tissage, ce sont des divinités de la destinée humaine. Pas seulement. C'est souvent des déesses mineures qui sont de la destinée humaine. C'est celles qui fabriquent le monde. Alors on trouve ça en Amérique du Sud. Vous savez, dans la tradition des Incas, il y a une grande, la déesse araignée. Alors je reviens à l'araignée parce que l'araignée va incarner le tissage. C'est-à-dire l'araignée va être l'animal. Alors quand on est dans l'animisme, en plus, on va chercher des formes animales pour exprimer des
des concepts métaphysiques. Si on cherche un animal qui puisse incarner le concept métaphysique du tissage, c'est l'araignée, c'est clair. Hein. Donc, cette araignée qui est l'araignée du monde, alors chez les Lakota, c'est un homme, c'est un dieu. Il s'appelle Iktomi. Et il fait des toiles. Alors, les toiles, c'est l'illusion dans laquelle il entretient les humains. Et quand les Lakota ont entendu parler du web, ils ont dit, ah, mais ça y est, Iktomi, il a gagné le monde. C'est-à-dire, il a fabriqué la toile qui va enfermer les humains dans l'illusion. C'est beau comme raccourci, mais c'est beau. Donc, en règle générale, c'est plutôt des déesses féminines. Hein. C'est des grandes déesses, c'est des déesses féminines. Donc, c'est la déesse qui fait le tissage. Le tissage étant non pas du tressage, hein, c'est encore autre chose, mais le tissage étant la croix, c'est-à-dire le croisement entre l'horizontalité et la verticalité quand même. Hein. Donc, il y a quelque chose de très initiatique dans le tissage. Et il y a même des initiations qui incluent le tissage. Et il y avait, et on avait vu en Égypte, dans le temple de Neit, une initiation par le tir à l'arc et le tissage. Donc, là, on avait vraiment les deux faces du féminin. Hein. C'était vraiment quelque chose de très puissant. Donc, cette Pénélope qui tisse et qui fabrique cette histoire, mais qui aussi, sans doute, est une ancienne déesse du tissage. La grande déesse, elle est souvent représentée sous cette forme-là, comme étant celle qui fabrique la trame du monde. Et cette vision de la divinité féminine, elle nous ramène souvent à des images du féminin, enfin du côté créatif et fabricant de récits. C'est vrai que beaucoup de grandes conteuses sont des femmes. De fabriquer par la parole, par l'oralité, quelque chose qui est de l'ordre d'une vision du monde ou d'une organisation du monde. Elles organisent le monde. Alors c'est vrai que c'est un peu loin du démiurge classique tel qu'on le voit quand c'est un démiurge masculin. Le démiurge masculin, il est là, il fait des trucs. En général, il a le verbe souvent, mais le verbe est créateur, presque vibratoire. C'est-à-dire, dans l'évangile de Jean, c'est ce qui se passe. Il y a la lumière, et puis après, il y a le verbe. La parole, elle structure, la parole, elle organise, mais elle ne fait pas récit. Alors que dans la tradition des déesses oubliées, la parole, elle fait récit. Et du coup, on n'est pas tout à fait dans le même monde. On est dans un monde plus ancien où c'est la mémoire et la transmission de la connaissance qui permet à l'humanité et de continuer son chemin et de s'élever. Ça, c'est vraiment intéressant parce que finalement, on voit bien qu'il y a toujours ce rapport à l'écrit. Hein. Quand on dit le problème, c'est la religion du livre, non, le problème, c'est l'écrit. Pas la religion du livre, c'est l'écrit. En tout cas, l'écrit tel qu'on l'a pu le faire. Et c'est vrai que de revenir à l'oralité, c'est-à-dire de revenir à quelque chose qui nécessite de la mémoire des connaissances, mais qui en même temps est conscient de la transmission, ça semble quelque chose qui peut aider justement aussi à ce changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on va aller, justement, comme il y a des savoirs qu'on peut attraper assez facilement, c'est notre capacité à construire des récits qui va faire la différence. Si on n'est pas en capacité de construire des récits, ce sera le collapse. Et il y a des gens qui travaillent aujourd'hui beaucoup sur cette élaboration de nouveaux récits. Et ils vont chercher des mythes. Et ils vont chercher des mythes. Vous voyez, la boucle est bouclée. Hein, nouvelle ère du Verseau. Donc, ils vont chercher des mythes. Et voilà ce que je voulais vous dire sur ces déesses oubliées. Et je veux finir sur un thème qui me tient vraiment à cœur, et vous le savez, celles qui ont travaillé sur les contes avec moi, qui est le thème de Cendrillon. Cendrillon, quand j'ai travaillé sur les mythes, sur les contes, pardon, et sur les mythes, parce que j'ai toujours travaillé un peu les deux en parallèle,
je me suis rendu compte que c'était un mythe. Alors, qu'est-ce qui différencie un conte d'un mythe, vous allez me dire? Bon, je ne vais pas vous faire un... Là, j'ai écrit un texte là-dessus, vous voulez que je vous l'envoie. En tout cas, ce qui est souvent la différence, c'est que les contes sont considérés comme des formes populaires, avilies, pour les bonnes femmes d'ailleurs, en règle générale, hein, voire pour les enfants, autre catégorie relativement méprisable de l'humanité. Hein. Donc, on est un peu dans cette idée-là. Donc, c'est pour les enfants, c'est un truc machin. Les conteuses, c'est ça. Donc, cette tradition orale qui est à travers les contes, elle est souvent dévalorisée. Alors que le mythe, c'est plus, voilà, c'est le mythe grec, c'est machin, c'est de la connaissance, c'est du savoir, on écrit des bouquins là-dessus. Ce qui est intéressant avec certains contes, alors certains contes sont des segments de mythes, mais les contes initiatiques, alors quand on a étudié Le Petit Chaperon Rouge, on avait vu que c'était un segment parce que c'est un enseignement. On explique comment on fait quand on rencontre un prédateur. Donc, si toutes les filles avaient intégré ça, déjà, on aurait moins de problèmes avec tout ce qui se passe dans le saccage du féminin aujourd'hui. Hein. Donc là, on vous apprend, c'est vraiment ce que j'appelle les contes d'apprentissage. Et puis, vous avez des contes qui sont des contes initiatiques où le personnage, à l'origine, est déjà initiable. Alors que le petit chaperon, elle n'est pas encore initiable. Il va falloir qu'elle apprenne à zigouiller le loup avant de pouvoir commencer son chemin d'initié. Même si elle est peut-être une ancienne initiée, puisqu'elle porte un vêtement rouge qui était une des robes des grandes prêtresses de la déesse. Donc, hein, c'est pas aussi clair que ça. Mais vous avez quand même des contes, et on l'avait vu quand on avait fait les contes, on avait vu que le magnifique conte que Pinkola Estés a mis à la fin de son ouvrage Femme qui court avec les loups, qui s'appelle La jeune fille sans main, c'est un conte initiatique. Parce que la jeune fille sans main, elle est pure, elle est Ariane, elle est la très pure. Elle n'a pas besoin de passer par l'initiatique pour être Pouros et compagnie. Elle est pure à l'origine. Alors vous allez dire, bon là, avec la jeune fille sans main, on le voit bien, on le sait, elle est habillée de blanc, elle est obligée d'un cercle de craie, vraiment, on est tout à fait dans une grande initiée. Donc quand vous avez des contes comme ça, vous avez donc déjà un personnage pur, donc qui n'a pas besoin de passer par des initiations de purification, et qui peut directement rentrer dans un chemin initiatique complet. C'est-à-dire partir de l'épreuve pour arriver à la sublimation. Vous avez, dans la jeune fille sans main, sublimation étant souvent représentée sous la forme d'une royauté. Hein, ce n'est pas la royauté profane, hein, c'est la royauté mystique. Et vous avez la même chose avec Cendrillon. Alors vous allez me dire, mais Cendrillon, alors je parle de Cendrillon, oubliez Walt Disney 2 minutes, hein, je parle de Cendrillon de Grimm. Il n'y a pas de citrouille, il n'y a pas de fée, il n'y a pas d'ânerie comme ça. Hein. Il y a dans ce conte une jeune femme qui est dans une situation catastrophique, c'est-à-dire elle est persécutée par des forces qui sont sa belle-mère, etc. Elle vit à côté d'une cheminée, elle vit dans la cendre, et elle a perdu sa mère, et sa mère lui a légué quelque chose, elle lui a légué des noisettes qu'elle va planter sur la tombe de sa mère, et en pleurant, toutes les larmes de son corps, à la pauvre petite Cendrillon, le noisetier va pousser et va lui permettre d'accéder à un état sublimé d'elle-même. Voilà, c'est en gros ce qui se passe dans Cendrillon. Le noisetier, c'est l'arbre de la grande déesse. Donc Cendrillon est la fille de la grande déesse. Tout simplement. Elle a toutes les caractéristiques. Elle est phénix, elle est dans la cendre. Donc elle est pure, puisqu'elle a été nettoyée par la cendre. Elle est parfaitement pure, Cendrillon. Et c'est parce qu'elle est dans la cendre qu'elle est pure. Donc on est dans une autre. Hein. C'est un peu la même chose que quand la jeune fille sans main, on a les mains coupées. Mais il y a aussi de la saleté dans la jeune fille sans main à un moment. Hein, quand elle est... Donc, si vous l'avez relu dernièrement, vous vous rappelez qu'elle est sale. Et justement, c'est parce qu'elle pleure que la saleté, et que le diable, du coup, il ne peut pas l'attraper. Parce qu'il est obligé de lui couper les mains pour qu'elle s'arrête. Donc, c'est sublime. Mais je trouve que pour moi, Cendrillon est encore mieux. Alors, pourquoi c'est un conte qui est encore plus... Alors, je voulais finir Cendrillon, mais pour moi, c'est vraiment un mythe. Parce qu'il y a moins d'épisodes, c'est beaucoup plus concentré. Et il y a cette intervention directe de la grande déesse. Alors, quand la jeune fille sans main, pour ceux qui connaissent, je vous invite à aller le lire, hein, si vous ne l'avez pas lu.
J'espère que vous avez toutes Pincola Estés, Femme qui court avec les loups, parce que c'est vraiment un bouquin essentiel. Mais si vous avez oublié, allez le voir. La grande déesse, elle intervient quand elle est dans le verger. Le verger, c'est le verger de la grande déesse. Et là, elle a des arbres qui se penchent vers elle, et malgré le fait qu'elle ne puisse pas attraper les fruits, il y a les poires qui viennent vers elle, et donc elle peut se désaltérer et en même temps se nourrir. Donc, vous voyez, on est vraiment dans ce cadre-là. Donc, cette déesse oubliée, alors ce qui est intéressant, c'est que cette connaissance, cette connaissance ancestrale du féminin, des cycles, de comment les choses se passent en fait, qu'à un moment, on peut être dans un état d'extrême détresse, mais avoir les ressources si on est justement en connexion avec ce féminin, avec les forces de la nature, hein, parce que c'est ça, et donc réaliser une véritable sublimation, je parle de sublimation comme en alchimie, c'est-à-dire vers l'or, aller vers l'or, et donc à pouvoir toucher à sa royauté intérieure, c'est-à-dire à la forme la plus haute de ce que vous pouvez être sur cette terre. Vous voyez, donc moi je trouve que Cendrillon est un véritable mythe, avec des épisodes de mythes, avec genre, alors il faut retransposer, il faut remettre, et je vous invite à lire évidemment la version des frères Grimm. Pourquoi? Parce que la version des frères Grimm, c'est les versions traditionnelles. Perrault au XVIIe siècle, les Grimm au XVIIIe, mais donc c'est plus tard, mais c'était à cette époque-là, on avait une volonté de rechercher les traditions orales. Donc, Grimm, les frères Grimm, il y a un film génial sur les frères Grimm, si vous voulez aller le voir, si vous le trouvez. Ils vont aller dans les campagnes, ils vont aller chercher toutes les versions qu'ils peuvent entendre chez les paysans, et ils vont faire un travail. Ce sont des linguistes, les frères Grimm, ce sont des philologues, ils travaillent sur la tradition orale. Alors que Perrault, c'est un mec de salon qui va dans les salons et qui va piquer à des femmes qui, à l'époque, se mettaient à raconter des contes traditionnels. J'ai oublié le nom la mère machin et tout ça. Enfin, il y a plein de femmes comme ça. Et il a volé, c'est un plagiaire en plus, il a volé les contes et comme il était bien vu à la cour, il a en plus transformé ses contes pour en faire un peu des contes de morale bourgeoise de l'époque. Et après, vous allez avoir une autre couche avec Walt Disney qui, lui, va glisser dans les contes des contenus idéologiques, de soumission, de machin. C'est pour ça qu'on est tout énervé par Blanche-Neige. Ah, ça va pas d'aller nettoyer la maison des nains, mais, mais en fait, dans le conte, c'est pas du tout ce qui se passe. Dans le conte, il y a un deal, enfin, il y a un truc. En fait, c'est une alliance avec les forces souterraines. Enfin, bon, ça n'a rien à voir. Donc, allez lire les contes Grimm et Cendrillon, si vous ne l'avez jamais lu, allez relire, lire et relire ce conte de Cendrillon qui est vraiment magnifique, qui est vraiment incroyable. Parce qu'elle est alliée aux forces de la nature. C'est pour ça que les petits oiseaux ils viennent trier les lentilles. C'est pour ça que, parce qu'elle fait partie de ce grand tout qui est l'expression de la grande déesse. Voilà le chemin que je voulais qu'on fasse ensemble. Alors, c'est assez dense. Effectivement, ça vaut le coup de se réécouter. C'est pour ça que c'est enregistré. Et si vous voulez l'enregistrement, évidemment, vous l'aurez sans problème. Et là, on va consacrer, alors on est un tout petit peu, mais comme au début, on a eu du mal à démarrer, c'est un peu normal qu'on ait un peu dépassé. On est, je veux bien, alors, sachant que si vous réagissez, vous serez peut-être sur l'enregistrement. Mais bon, après, si vous voulez que je coupe, je couperai. Je suis toujours très souple sur ce genre de truc, mais c'est vrai que d'avoir vos réactions, ça m'intéresserait. Et des questions, si vous en avez, évidemment. Hein. Les questions sont les bienvenues. Hein. C'est toujours la question qui ouvre parfois de nouvelles perspectives. Hein. Souvent, dans ces Zooms, des interventions ou des questions m'ont encore enrichi d'une vision ou de quelque chose que je n'avais pas vu. Ou quelque chose, j'ai le souvenir d'une fois, Chantal, tu avais dit quelque chose, je l'ai noté et je vais l'intégrer pour la suite. Voilà, alors à vous, qu'est-ce que... Pascal, tu as envie? Oui. Tu as évoqué la triple déesse, notamment chez les Celtes, qui avait été saucissonnée en 3 parties, Oui, beaucoup tout à fait. plus gna et édulcorée. Mais est-ce que ça ne correspond pas à la campagne de christianisation à cette époque un peu forcée
Est-ce que Donc, ce c'est n'est pas très, l'influence des prédicateurs chrétiens qui ont divisé pour régner? C'est le cas alors, de le dire. c'est bien antérieur. Ah, C'est bien antérieur. En revanche, effectivement, il y a eu sans doute une. Alors, c'est le cas avec la déesse Brigitte. Brigitte, c'est une des grandes déesses celtes. Et la déesse Brigitte, qui est triple aussi, évidemment, hein, elle a été récupérée par le christianisme et on en a fait Saint Brigitte. Saint Brigitte qu'on fête le 2 février, c'est-à-dire le moment où on fête le féminin sacré chez les Celtes. Hein. Donc, il y a des retours comme ça, analogiques, qui se font. Alors oui, on a cette idée commune de dire, en fait, toutes ces traditions, c'est le christianisme, sont arrivées. Ça. Et c'est un peu plus complexe que ça. Alors effectivement, il y a eu des christianisations forcées, notamment Brigitte qui est devenue Brigitte. Et tu as toute une série de saints comme ça. Beaucoup de saints sont des récupérations de déesses anciennes. Hein. Hein, on pourrait chercher, ça c'est super intéressant. Il y a Brigitte, mais il y en a d'autres. Oui, alors, en revanche, la christianisation, euh, par rapport aux Romains, tu vois, qui ont fait œuvre de récupération directe en disant ce Dieu c'est Hermès, ce Dieu, tu vois, d'assimilation, le christianisme, dans sa volonté de convertir, a souvent finalement conservé ces traditions. C'est-à-dire que les sources qu'on a sur les Celtes, c'est souvent des moines des premiers siècles qui nous les ont délivrés. Donc c'est ambigu, tu vois, il y a eu un côté achat, mais le christianisme, il n'a pas fait que voilà. Mais effectivement, en tout cas, ce saucissonnage, alors je garderai le terme, ça me plaît bien, ce saucissonnage, elles ont été saucissonnées, mais je pense que pour moi, c'est antérieur. est-ce que Mais c'est en ça tout cas, que l'on appelle une acculturation? tout à fait, une acculturation. D'accord, merci. Acculturation. C'est une acculturation. Qui voudrait intervenir? Bon, Samantha, bienvenue, hein, parce que Merci. Anne, elle a disparu, elle n'a pas du pouvoir, je ne sais pas trop ce qu'elle a fait, mais elle aura l'enregistrement, mais je te remercie. Je sais que tu étais. Alors, est-ce que ça t'a. Alors, je ne sais pas si tu connaissais le sujet. Oui, un petit peu. Et, je faisais des recherches justement sur la déesse, enfin, la triple déesse, tout ça. Donc, oui, il y a des choses qui ont corroboré voilà, ce que j'avais lu. Mais c'est plus par rapport à Ariane, en fait, voilà, que j'ai été surprise qu'elle soit incluse et que je connaissais pas trop, c'est vrai, son histoire. Et du coup, j'avais une question un peu sur son histoire avec Dionysos, en fait, au niveau archétypal. Qu'est-ce que ça représente, vu qu'elle est appelée la très pure et que du coup, Dionysos, on peut argumenter sur le fait qu'il soit pur ou pas, mais comme ça inclut une sorte de l'ivresse, tout ça, je me demandais comment ça, ce mariage-là, ce qu'il voulait dire, quoi. Si vous voulez dire. Alors, Dionysos, c'est très compliqué. Mais il est dit, alors c'est vraiment une divinité particulière parce qu'il naît de Jupiter, enfin de Zeus, tu vois, il est né 2 fois, Dionysos. Donc c'est vraiment un dieu très spécial. Mais sans rentrer dans le détail de Dionysos, l'image qu'on en a, tu sais, de l'extase par le vin, c'est qu'une des facettes de Dionysos. Il est nommé, son étymologie, c'est le très agréable, tu vois. Donc, on retrouve celui qui est agréé par l'univers, tu vois, c'est-à-dire par les dieux, par les hommes. Il est complètement marginal par rapport aux autres dieux. Et il a quelque chose, on le voit bien par l'ivresse bachique, etc., enfin bon, qu'il a quelque chose d'un dieu de la végétation. Donc, archétypalement, Dionysos, c'est un dieu de la végétation. Le côté initiatique avec les extases, tu vois, les orgies et tout ça, c'est anecdotique. C'est surtout un dieu de la végétation, donc un dieu du cycle, donc il se rapproche plus d'Osiris que des autres dieux grecs d'ailleurs. Il a plus de parenté archétypale avec Osiris. Et ce mariage d'Ariane, quand même, qui est quand même une déesse assez solaire, avec ce dieu de la végétation plutôt lunaire, c'est sans doute un entrecroisement de polarités. C'est-à-dire que les polarités, tu vois, on a tendance à penser masculin-féminin, masculin-solaire. Alors ça, c'est important. Merci de poser la question, mais c'est très important. Masculin-solaire, féminin-lunaire. C'est pas comme ça.
Il y a du féminin solaire, du féminin lunaire, et du masculin solaire et du masculin lunaire. Et de temps en temps, tu peux avoir un entrecroisement. C'est-à-dire que tu vas avoir un féminin solaire avec un masculin solaire. Et ça va faire unité. Et donc, ce couple, c'est pour ça qu'on dit que c'est une grande chance pour elle de se marier à Dionysos, tu vois. En fait, il y a quelque chose, cet ordre d'un enseignement sur la façon dont on peut trouver aussi l'unité entre ce dieu Dionysos, alors lui, c'est très intéressant, très complexe. Hein. On en a un peu parlé pendant nous, on a fait un travail sur Déméter, donc on a fait dans les contes, tu vois, dans l'enseignement des contes, donc on a parlé de Dionysos à ce moment-là. Et il participe au mystère d'Éleusis. Donc, on est vraiment dans un mythe du cycle végétal par excellence, tu vois. Donc, voilà, si on pouvait, mais à mon avis, c'est un peu plus complexe que ça, mais là, je te fais une réponse, en tout cas momentanée, parce que je peux aller peut-être plus loin là-dessus, mais je pense acceptable sur la cohérence de l'archétype. D'accord, voilà. Merci. Chantal? Si ton micro fonctionne? Voilà, oui. Non, je l'avais éteint pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Oui, c'est très, très intéressant. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la forme de ces statuettes. Tu parlais lors de la cérémonie de sa main, tu avais amené il y a quelque temps la statue de cette déesse mère qui est toute en fécondité. Qui est dans cette rondeur, même elle est solaire. Elle a ce côté solaire de déesse et ses premières représentations de déesse par des peuples très très anciens qui n'a pas perduré dans le temps. On l'a retrouvée en Afrique, on l'en a peut-être retrouvée dans chaque continent à un moment donné, mais ensuite elle a été effacée ou recouverte par d'autres représentations de Dieu cette fois-ci. Tout à fait. Il y a une concomitance. Alors, il y a deux générations. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait intéressant de faire un truc sur les déesses préhistoriques. Il y a longtemps que j'y pense, mais je ne peux pas tout faire. Hein. Il y a d'abord le paléolithique et après le néolithique. Au paléolithique, quand vous irez voir la Vénus de l'Espugue, c'est extrêmement géométrique. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une représentation. Enfin, ça représente la fécondité, mais ça va beaucoup plus loin. Ça représente les lois ontologiques. Il y a le nombre d'or, il y a c'est-à-dire que la construction, c'est une mandorle. Donc, les déesses paléolithiques sont l'expression du génie humain par excellence. La déesse de l'Espugue, elle est toute en rondeur, avec tout ce système, il y a le nombre d'or dedans. C'est vrai que ça vaudrait le coup de faire un travail là-dessus, parce que c'est extraordinaire, hein, vraiment extraordinaire. Mais en même temps, elle est comme ça. Tu vois ? Et moi, je dis, c'est l'esprit qui s'élève au-dessus de la matière. Tu vois, elle a cette espèce de montée comme ça, elle est comme ça. Après, il y a le nombre d'or, il y a les lois de la nature, la fécondité, etc. Au néolithique, c'est différent. Au néolithique, on a des déesses de fécondité, on a des déesses calipiges, on a des déesses, on a la Vénus de Villermoz, par exemple, qui est magnifique. Donc, vous avez des déesses comme ça qui sont toutes en rondeur. Mais on est au néolithique. C'est-à-dire qu'on a inventé on a inventé l'agriculture, l'architecture, on a inventé l'agriculture, on a compris, c'est les femmes d'ailleurs qui ont inventé l'agriculture, ça s'est retourné contre nous, mais c'est les femmes qui ont inventé l'agriculture, on en est quasiment certains aujourd'hui, et on a toute une sorte de vénération pour la nature, la terre naturelle, enfin, la nature comme mère nourricière. Mais il y a un énorme écart entre les Vénus paléolithiques. Bon, il y a un écart dans le temps, hein, parce que les Vénus du paléolithique, c'est moins 25 000 ans. Alors, on en trouve sans arrêt. Hein. Donc, bientôt, on va avoir des... Parce que, alors ça, la préhistoire, c'est vraiment... Alors, si on veut parler du changement de paradigme, on va parler de la préhistoire, parce que tous les 5 ans, tout le corpus établi sur la préhistoire change. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on disait il y a 5 ans, c'est complètement caduque. Hein, l'histoire de... Il faisait des bisons sur les trucs parce que c'était des rituels pour pouvoir les tuer après. On sait aujourd'hui que c'est des représentations des constellations.
Donc, ça bouge. Ouais, c'est vraiment un truc qui bouge. Si vous voulez voir un truc qui bouge, allez voir le corpus sur la préhistoire. Hein. C'est-à-dire que tous les 5 ans, ça se renouvelle. Donc, on aura encore des surprises, à mon avis. Mais entre le paléolithique, moins 25 000 ans, c'est-à-dire le moment où on se mélange avec le Néandertal, d'ailleurs, à peu près. Ils sont un peu en déconfiture, là. Mais... Donc, le néolithique, et le néolithique, qui est quand même moins 12 000 ans, grand maximum, le tout début néolithique dans le croissant fertile, c'est moins 12 000 ans. Mais chez nous, c'est moins 6 000. Donc, on n'est vraiment pas loin de nous, hein, en fait. On est vraiment très proche. Et donc, c'est 2 temps complètement de l'histoire des humains, mais avec justement un éclairage super intéressant parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une déperdition de l'intelligence sacrée chez l'être humain au fur et à mesure où il se sédentarise, d'ailleurs. Et où il perd quelque chose qui est de l'ordre de la connexion avec le cosmos. Ça, c'est clair. Et ça apparaît quand tu vas voir, tu vois, quand tu creuses et tu le verras. Donc voilà, oui, merci de reparler de ces déesses préhistoriques parce que c'est quand même très important. Et après, quand on regarde la grotte de Lascaux, enfin Lascaux 2, la représentation de celui qui est en lien avec le monde supérieur, c'est un homme. Le sorcier, c'est pas une femme. J'aurais aimé que ce soit une déesse. Mais c'est un homme qui est en contact entre la terre et le ciel. Oui, mais c'est une représentation. C'est-à-dire, voilà. On n'a aucune idée de ce qui se passait dans les autres grottes. C'est vrai. C'est vrai. Donc, on dit, tu vois, on dit, ouais, ben... Et d'ailleurs, on revisite beaucoup le paradigme préhistorique ces derniers temps, tu vois, parce qu'on disait, c'est les hommes qui chassaient, les femmes qui cueillaient, c'est pas vrai. Les femmes costauds, elles allaient chasser. Et les hommes un peu, ben, ils allaient cueillir. Et donc, on voit bien que ça, c'est, tu vois, un changement. Mais effectivement, quand on voit ça, on se dit, ah, c'est dommage. Non. Après, tu sais très bien aussi que les femmes étant considérées comme déjà connectées, et c'est un peu, ça nous a beaucoup desservi aussi, hein, comme déjà connectées au sacré par notre capacité à donner la vie, il est possible qu'il y ait eu un moment, on a été dépossédés, tu vois, d'un certain nombre de choses. C'est possible. Mais on sait aussi qu'il y avait des chamans femmes dans la préhistoire et on a retrouvé, tu vois, des ossements, des trucs, on a bien vu. Donc, c'est pas aussi défini que ça. Isa? Enfin, si tu veux, hein, qu'est-ce que tu as retenu Écoute, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pas de questions, parce qu'en fait, on avait déjà pas mal abordé tout ça dans les différentes conférences avec les mythes, les contes, voilà. Non, ça remet... je trouve que c'est un résumé qui est très intéressant et qui montre bien effectivement cette place et ce que ça fait aussi de réintégrer justement cette part féminine, mais sans oublier la part masculine. Voilà. Et je trouve que dans toutes ces déesses, il y a quand même quelque chose de très... elles sont vraiment dans des actions. Voilà, il n'y a pas que de la douceur, quoi. Cendrillon, moi, c'est une qui m'a vraiment marquée, qui, je pense, a fait des choses... a provoqué des choses en moi qui m'ont fait beaucoup de bien, hein, au final, et qui m'ont permis d'intégrer justement une part de féminin que j'avais certainement pas correctement intégrée. Voilà. Et c'est vrai que Cendrillon, quand on lit le conte des frères Grimm, en fait, elle n'est pas du tout douce, gentille, elle se laissait faire. Non, elle est d'abord dans le repli. Elle se prépare, elle attend son heure. Elle se prépare, elle attend son heure, c'est exactement ça. Elle attend son heure. Moi, je me suis beaucoup reconnue dans Cendrillon. Oui, Cendrillon, c'est extraordinaire. Hein. Ah oui, elle est incroyable et c'est vrai que je trouve qu'elle a bien sa place. Dans les mythes, dans les déesses oubliées. Oui, dans les déesses. Et je trouve, voilà, Pénélope, c'est pareil, avec son fil d'argent. Enfin, c'est quand même elle qui va tendre le fil, quoi. Voilà.
Donc, pour que, Thésée ait les chapeaux minotaures. Donc, c'est quand même, elle a quand même une part vraiment très, très importante dans l'histoire de Thésée. Et alors, Viviane, moi, je connaissais très peu avant de découvrir ces conférences. Comme je disais, pour l'instant, je ne me suis pas encore mise dedans, mais ça m'a donné envie d'aller explorer cet univers-là. Et on avait... et voilà. Et Pénélope, c'est pareil. Il y a quelque chose derrière son côté jotisse. Il y a quand même, une part. Des femmes de combat, quelque part. C'est ça, c'est des femmes de combat. Moi, ça m'a réconciliée aussi avec le fait de... Moi, je suis une femme très solaire à la base. Je suis devenue plus lunaire, mais j'ai pas valsé de l'autre côté du coup. Parce que je me suis rendu compte que là, elles ont un combat, mais c'est un combat... c'est pas un combat comme les hommes peuvent avoir. Il y a un combat de l'ordre... c'est la force douce, c'est la force tranquille. Ce qui est intéressant, pour rebondir là-dessus, parce que j'ai oublié de vous le dire, donc je le vois, c'est que les héros solaires, c'est des héros solaires. Ouais. Bon, ça, c'est les héros tels qu'on les connaît, etc. Les héroïnes, elles sont toujours, comme elles ont été exclues en quelque sorte du jeu, elles ont les deux. C'est-à-dire que là, on voit aussi cette nécessaire réconciliation des contraires et ce rassemblement des polarités. Elles ont les deux. C'est-à-dire que on avait vu avec Blanche-Neige, elle est relativement douce au début, puis après, elle châtie la méchante reine d'une façon abominable, avec les souliers de feu. Vous vous rappelez, on a beaucoup creusé cette thématique des souliers de feu. Donc, il y a une idée que c'est pas parce qu'on est gentil et qu'on est plutôt guérisseuse et qu'on s'occupe des autres qu'on peut pas être impitoyable quand c'est nécessaire. C'est ça. Il faut savoir être impitoyable quand c'est nécessaire. Voilà, c'est un enseignement qui m'apparaît très important dans ces mythes féminins. Tu vois, et c'est souvent des femmes qui peuvent être impitoyables à un moment quand c'est nécessaire. Ça me semble aussi... je parle beaucoup du renforcement, moi, dans tout ce que je fais, donc c'est renforçant. C'est renforçant, parce que tu n'es pas obligé de devenir... Alors, en plus, on est dans un moment un peu compliqué, parce que le féminin, il s'exprime de plein de manières, et pas de manière complète. C'est-à-dire, quand on parle de bienveillance aujourd'hui, parfois, on fait un peu un truc qui est un peu cucul à praline. Et on tombe dans une espèce de féminin amoindri finalement sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de retours comme ça de bâton, donc il faut faire très gaffe à ça, qui est toujours cet équilibre. Tu vois, je pense que le grand mot de ce travail sur la dépatriarcalisation des contes et des mythes, c'est de dire la recherche n'est pas d'aller dans le féminin, c'est l'idée d'être dans l'équilibre. Et il y a toujours une inclusion du masculin par le féminin. Le féminin n'exclut pas. Le féminin inclut. C'est pour ça que je dis on fait les garçons et les filles. Si on excluait, on ne ferait plus de garçons. On ne serait pas... Hein, vous voyez le truc? Donc, cette idée d'inclure, ça me semble très important. Et ce n'est pas gnangnan, ni... voilà. Cendrillon, c'est un personnage surpuissant. Voilà. C'est drôle que tu dises ça. C'est drôle que tu dises ça parce que moi-même, j'ai eu en premier une fille et après j'ai eu un garçon. Tu as d'abord une fille, toi? Ah oui, j'ai eu une fille en premier. Alors il paraît que celles qui ont besoin de guérir la mère, elles font la fille en premier. Oui. Voilà. Ça, c'est ce que tu m'avais dit un jour. Et celles qui n'arrivent pas à guérir la mère, elles font celles qui n'arrivent pas à guérir la mère, elles font la fille en premier. Et après, j'ai fait un travail sur moi et juste derrière, j'ai eu le garçon. Tout à fait. Tu pouvais faire un garçon à ce moment-là. Je pouvais faire un garçon à ce moment-là. Tout à fait. Véronique, tu veux intervenir pour finir? Bon. Ou pas? Elle nous entend. Ah, elle n'est plus là, Véro. Elle est figée. Ah, elle a dû quitter son... Elle a dû avoir un problème. Ah, ben dis donc. Eh bien, bonjour et au revoir. Là, depuis le début, j'ai tout écouté. Oh, super. Je croyais que la voix avait disparu. Donc, ça va? Ça t'a intéressé?
Oh là là, je ne sais pas si c'est parce que tu m'as beaucoup manqué. Mais alors, j'ai vu tes paroles et j'ai été éclairée. Ça fait vraiment très, très sens. C'est-à-dire que là, sur ce thème-là, et ce croisement avec la temporalité que l'on vit, toutes ces résonances, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, oui, émue, dans le sens où je me disais quelle chance que j'ai de pouvoir vivre ça, de pouvoir recevoir ce, ce soir, en partage que tu nous offres, surtout que bon voilà, c'est une enquêtrice de qualité et de rigueur. Je sais que tu vois, c'est une grande chance. Donc merci. Merci à toi. Je suis contente que tu sois venue. Vraiment, j'ai de la chance d'être là. En 2021, tout ensemble ce soir pour écouter ce partage de savoir. Il se passe quelque chose de super fort. Et pour vivre en ce moment, cette année, cette transformation dans mes cellules, dans mon corps, ce renforcement, découvrir que je suis beaucoup plus forte et puissante que ce que je croyais. Bien sûr. C'est ça le but, hein, quand même. Le renforcement, tu vois, j'en ai parlé tout à l'heure. Je crois qu'il faut qu'on fasse aussi gaffe dans le moment où on est. Alors, c'est pas parce qu'on s'intéresse à ce qui est très ancien comme ça qu'on ne s'intéresse pas au monde tel qu'il est. Hein. Et c'est ça le lien qu'il faut faire. Alors, c'est vrai que on est dans un moment crucial et qu'il y a aussi ce combat entre le féminin et le masculin et qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas se victimiser et qu'on aille retrouver ce pouvoir. Hein, il me semble que c'est vraiment un moment clé. Et en plus de pouvoir émettre, parce qu'il y a une cité d'émissions, d'émettre des messages non victimaires, parce que ça, c'est très, très dangereux. Et c'est en ça que le conte de Cendrillon, que j'attends qu'on fasse notre séance, parce que Anne est à la fin de son cycle sur les contes et elle s'est arrêtée à la porte de Cendrillon. C'est-à-dire que j'attends, parce qu'on fait toujours une séance à la fin, donc je t'attends. Anne, ça me fera plaisir de te voir. Tu es la bienvenue. Et c'est vrai que cet Cendrillon, il y a un autre personnage où on retrouve ça aussi, c'est Vassilissa. Vous savez, donc ces personnages-là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on a réussi à en faire quelque chose de complètement ridicule, des petites choses. Nous ne sommes pas de petites choses. Voilà. Nous ne sommes pas de petites choses. Et les filles qui sont éduquées comme ça, elles ont moins d'écueils que celles qui ne sont pas éduquées comme ça, parce que l'environnement donne cette chose. Toute la première partie, alors toute la première partie que je vous ai fait sur le changement de paradigme, etc., je ne l'avais pas du tout prévu. Je n'ai pas du tout parti pour ça. Et puis, une demi-heure avant de commencer à 7h30, puisqu'après, il y a eu un petit hiatus, j'ai écrit et c'est sorti comme ça. Voilà, c'était ce qu'il y avait à dire ce soir. Même si je travaille très longtemps là-dessus, c'est la première fois que ça... Voilà. Et merci d'avoir été là, parce que s'il n'y avait personne pour m'écouter, je parlerais toute seule. Je parle bien toute seule d'ailleurs, mais je préfère quand même. Donc merci d'avoir été là. Est-ce qu'il y a encore des petites choses que vous pourriez dire? Ça n'empêche, je suis contente j'espère que tu as découvert quelque chose qui t'intéresse. Si tu étais la seule à ne pas me connaître. Oui, oui, non, mais je t'ai trouvé super, Michel. Merci beaucoup. Merci. Ça me donne vraiment envie de voir d'autres conférences, notamment sur le tarot et le yiking. Ça m'intéresse pas mal. Oui. Alors donc, ce que je disais, bon, on en reparlera. Donc l'année prochaine, alors là, c'est la dernière, mais à partir de janvier, il y aura le cycle sur les écritures symboliques. Alors, ce qui est intéressant avec les écritures symboliques, c'est que vous allez aussi découvrir des traditions, hein, évidemment. Avec le tarot, la tradition occidentale, donc toutes ces, hein, et avec les Celtes, on va découvrir l'alphabet des arbres, ça c'est magnifique. Hein.
c'est sublime. Et avec le viking, le taoïsme, donc un petit peu de taoïsme, ne fera pas d'exotisme taoïsme, ne fera pas de mal. Quant aux runes, elles me résistent beaucoup. Parce que je ne suis pas franchement une Scandinave, une viking dans mes cellules, donc c'est très compliqué. Même si je suis fascinée par la culture, je suis fascinée par cette histoire de Odin qui se transperce le flanc et les runes tombent au sol. Et c'est l'alphabet des dieux, quoi. Là, c'est vraiment l'alphabet des dieux. Mais en même temps, les runes me résistent beaucoup. Mais d'ici là, j'aurais travaillé suffisamment. Et en plus, sur les écritures symboliques, on fera des petits exercices interactifs. On fera quelque chose d'un peu plus. ouais, cool. Ça sera marrant. Là, ce sera plus. Parce que sinon, c'est un peu bon. C'est de la connaissance quand même. Donc, voilà. J'espère que c'est pas indigeste. Parce que comme c'est assez dense. Mais bon, il y en a qui sont rodés là depuis un moment. Et voilà. Donc, alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on. Alors, on va peut-être se séparer momentanément, enfin, de façon officielle. Et si vous voulez bien rester 2 minutes, comme ça, on aura une parole un peu plus libre. Donc, merci pour avoir écouté cette. Je vais donc arrêter l'enregistrement. Merci pour avoir écouté cette conférence et à bientôt.